Qu'est-ce que tu as appris à côtoyer les enfants? De fréquenter ce jeune public-là. Ça m'a appris d'abord de ne pas en avoir peur, même si des fois il peut avoir une écoute fragile. J'ai compris aussi qu'ils comprennent énormément de choses de manière consciente et inconsciente. Ils ont cette ouverture-là, il y a une curiosité. Et quand un acteur est bon par la qualité de présence, l'écoute va être bonne aussi. Puis qu'on n'est pas obligé d'en faire trop ou de jouer de manière gna-gna ou d'avoir peur du temps ou du silence. Je suis Gervais Gaudreau, metteur en scène, et j'ai cofondé avec la dramaturge Suzanne Lebeau le Carrousel Compagnie de théâtre. Je suis né en 1952, donc vous pouvez additionner tout ça parce qu'on ne soustrait pas, on additionne avec le temps. Et je suis né à Chicoutimi, donc dans le Saguenay. Chicoutimi veut dire en amérindien « jusqu'où la rivière est profonde ». Et j'ai passé une grande partie de ma vie. Mon grand-père avait un édifice sur la rue principale tout près du Saguenay. Et pendant de nombreuses années, on habitait un appartement qui était sur le bord du Saguenay. Donc, ça fait partie de mon imaginaire, presque ce fleuve. Moi, j'étais assez rêveur. J'avais une sœur aînée, ma grande sœur, qui s'occupait beaucoup de son petit frère. Elle m'a toujours protégé contre mes amis qui n'étaient pas gentils avec moi. J'ai habité surtout très, très longtemps en face du cimetière à Chicoutimi. C'était les champs tout autour. Et donc, mon terrain de jeu, moi, c'était le cimetière en vélo, me promener à travers les monuments. Ça m'a permis de rêver, d'apprendre les noms par cœur, quand est-ce qu'ils étaient nés, quand est-ce qu'ils étaient morts. On faisait du vélo dans les allées avec nos amis, des courses là-dessus. Et puis, il y avait tout autour les vaches, parce qu'il y avait la ferme du séminaire, voilà. Alors, j'étais en ville, mais à la périphérie un peu de Chicoutimi à ce moment-là, qui s'est développé après énormément. Mais j'étais presque à la campagne. Ma mère avait subi un cours commercial, mais comme elle s'est mariée, les femmes, quand elles se mariaient, ne travaillaient pas. Hein. Donc, elle a élevé, elle a porté 7 enfants. Et mon père, lui, a exercé quand même plusieurs métiers. Il était d'abord camionneur pour le Canadien national. Voilà. Et après ça, il a été le directeur de l'entretien dans une polyvalente. Il a toujours aimé lui diriger les équipes, alors il s'est épanoui complètement là-dedans. Mon père chantait, faisait partie de la chorale à la cathédrale de Chicoutimi. Et je peux dire que ma première expérience de scène, je peux conter quand même une anecdote qui pour moi a été marquante. C'était à la messe de Noël. Je chantais le Jésus Bambino. Donc, un solo. On termine la finale en faisant « Honneur et gloire ». Puis le chœur reprend « Jésus Rédempteur ». Et ce soir-là, je vois la foule, tout ça, et j'avais répété, je savais très bien quoi faire. Et là, je fais « Honneur et gloire ». Je regardais la voûte, les anges, puis après un long moment, je descends dans la nef, et là, il y a des gens qui se tournaient puis qui regardaient. Et là, je les vois me regarder, et là, je fais comme si je retombais sur mes pieds. Et là, j'étais dans un état, et j'avais la sensation, en chantant, que je volais. J'étais incapable d'arrêter. Et là, mon père vient à côté de moi, puis il dit un point d'orgue, c'est pas un point de suspension. Tu comprends? Tu te fais attendre tout le monde. Tu t'assois, tu te calmes. Puis là, je suis resté là, mais c'est passé un peu au-dessus de moi. Je suis resté très longtemps dans un état second. Tu sais, quand on pense comme acteur, le travail de mémoire sensorielle ou quand je travaillais sur la voix, je redécouvre, peut-être pas parfaitement, mais cette sensation-là, quand je fais des sons tenus, l'espèce d'aisance que ça provoque, ma mémoire sensorielle vient de là. J'ai voulu faire mon cours classique parce qu'il y avait une compagnie de théâtre. Hein. Les séminaristes faisaient du théâtre, c'était que des hommes. Mais moi, en 7e année à l'époque, il y avait une 7e année, j'étais allé avec mon copain le samedi voir un spectacle joué par les séminaristes. Hein. C'était un mélodrame français, 115 allées des Mimosas. Et là, je vois ça et tout d'un coup, il y a des fusils à blanc. Tout d'un coup, vous êtes le coupable et tout ça. Et là, je vois, il fait, mais non, ce n'est pas moi le coupable. Et il enlève la perruque et je vois un faux crâne. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire.
de voir tout d'un coup apparaître un faux crâne après un coup de fusil à blanc. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire dans la vie. Et après, j'ai dit à mes parents, je vais aller au séminaire. Et ensuite, tu es allé au conservatoire de musique. Qu'est-ce que tu retiens des enseignements de Louise André? Ah, de Louise-André Martin. D'abord, plein de chanteurs importants ici, dont Maureen Forrester qui est décédée, mais je pense à plusieurs chanteuses, la sœur de Louisette Dussault, entre autres, Céline. C'était un maître. C'était un maître parce que c'était pas juste tu chantes. Tu sais, je me souviens, à un moment donné, on préparait les examens. Le premier examen, après à peine 3 mois de cours, c'est un récital de 20 minutes devant. Hein? Tu es jugé sur plusieurs pièces. Puis à un moment donné, elle jouait, puis elle arrête de jouer. Puis elle me dit, Gervais, arrête de montrer que tu as une jolie voix. Tu ne serais pas ici si tu n'avais pas une belle voix. Maintenant, qu'est-ce que tu chantes? Concentre-toi sur ce que tu chantes. Et ce qu'elle voulait dire, la forme, Gervais, tu ne t'écrases pas là-dessus. La forme est au service d'un contenu. Qu'est-ce que tu chantes? C'est ce que j'ai compris plus tard. Et pourquoi tu quittes Chicoutimi après ça? Pour aller étudier à l'École nationale de théâtre. C'est un rêve? Oui, le rêve, c'était un désir profond, je dirais, plus qu'un rêve. De la troupe de théâtre, on avait été 3 sur une classe de 16 acceptés dans la même classe. C'est quand même incroyable. De Chicoutimi? De Chicoutimi, de la même gang, comme on dit. J'ai profité énormément de mon année à l'école parce qu'après la première année, il y avait des renvois et le directeur de l'époque, André Pagé, m'a dit « Gervais, va travailler, t'es prêt. » Mais moi, là, j'ai eu un vertige. Pour la première fois dans ma vie, j'ai eu un vertige, j'ai perdu pied. Ça m'a bouleversé énormément, ça. C'est très stressant dans les écoles quand il y a des renvois. On est très liés et je me souviens qu'il y en a qui pleuraient, qui faisaient des scènes. Puis moi, je consolais un peu les gens. Puis on disait, on sait bien, toi, Gervais, tu ne seras pas renvoyé. Les gens me disaient ça. Et ceux que je consolais, ils n'ont pas été renvoyés du tout, tu comprends? Le choc, eux retournant et moi me retrouvant tout d'un coup, là, dans le vide. Et les gens de ma classe retournaient, une grande majorité. Et là, j'ai eu un vertige terrible. J'habitais tout près de la montagne. Et je ne sais pas, mon instinct de vie a été plus fort, je pense. Après 2-3 jours d'un état de vertige, je te dirais. Je n'aurais pas dépression, comme un vertige. Je me sentais tiré vers le bas. Après ces quelques jours-là, je suis allé courir une première journée pendant 4 heures sur la montagne. J'habitais à côté de la montagne. Et je me suis mis à faire ça tous les jours. Parce que quand tu cours, quand tu prends de l'air, tu es dans l'énergie, tu produis de l'énergie, tu prends de l'énergie, je suis en mouvement. Et je suis allé donc suivre des cours à l'atelier Studio Kaléidoscope avec Marthe Mercure. Oh, c'était dur avec Marthe. Elle nous faisait pas de cadeaux. Moi on me donnait pas grand-chose à l'école. Là, j'ai attrapé mon Eldorado. Hein. Elle m'avait fait jouer dans Rabal, Fando et Lys. Elle fait « Ah ben non, ça, après 2 cours, Gervais, tu vas t'ennuyer. T'es aérien, tout ça, tu n'as rien à apprendre là. » Elle dit « Il faut que tu joues du Tennessee Williams. » Elle dit. Et là, dans ma tête, ça faisait Marlon Brando, tout ça. Et là, je me disais, OK, mais il faut aller chercher quelque chose là. Puis elle me disait toujours, Gervais, c'est dans tes pieds, dans ton corps, dans le bassin. Tu es comme un oiseau, tu voles, tu comprends? Je l'entendais, mais je ne suis pas arrivé à bien le faire. Puis après, à un moment donné, elle dit, je vais te donner là, quelque chose de facile pour que tu te reposes, mais on va y revenir, parce qu'elle voyait bien qu'après tant de semaines, je travaillais, tu comprends, comme un honnête tâcheron, mais j'allais pas loin, tu comprends? Pas du tout. Et puis, après, je me disais quand même, il faut que je travaille physiquement. Donc, j'ai passé une audition au Grand Ballet parce que je savais qu'il y avait besoin de garçons plus que de filles et que ça me permettrait de faire de l'entraînement. Et comment tu gagnes ta vie à cette époque-là? D'abord, assez rapidement, il y avait les projets d'été et j'avais travaillé durant l'été et j'étais un peu fourmi, j'avais économisé. Je savais que je pouvais payer mes cours et que je pouvais vivre quand même plusieurs mois. Avec une qui avait quitté avec l'école, Muriel Paquette, elle m'avait dit il y a des auditions, Gervais, tout ça. Alors, elle n'avait pas été prise. Moi, j'avais été pris, oui. J'avais travaillé au Théâtre de l'Oiseau. C'était Micheline Pomorensky. C'est là que j'ai connu Suzanne. On a tourné pendant, 2 ans. 120 en 4 mois, ça carburait. Hein? On jouait donc le matin
On jouait le matin, l'après-midi, 5 jours semaine et des fois la fin de semaine dans d'autres endroits. Il y avait un régisseur qui s'occupait du son, mais on participait à monter les décors. Mais moi, j'aimais ça, tu sais. J'aimais, puis après, dans mon métier comme metteur en scène, moi, j'ai aimé aller dans les ateliers quand ils construisaient des décors, quand je travaillais avec les scénographes, les maquettes, tout ça. J'aime ce côté-là très, très physique qui faisait partie de mon métier, j'estime. Il nous demandait de jouer, de faire l'enfant. Hein. Alors, c'était terrible parce que je me souviens que je me cassais souvent la voix parce que c'était jamais assez perché, tu comprends? Il fallait lirer. Je me souviens, moi, je disais simplement « Viens, boucle brune », tu comprends? Marchons encore un peu. Mais elle, ce qu'elle voulait, c'est « Viens, boucle brune, marchons encore un peu ». Tu sais, c'était « gna, 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 gna ». Moi, je trouvais ça épouvantable, mais je gagnais ma vie. À un moment donné, j'ai fait « Je peux quand même pas me casser la voix » puis lirer comme ça pendant 120 représentations. Ils vont mourir, puis moi avec, tu comprends? C'est pas possible. À ce moment-là, comment était perçu le théâtre jeune public? C'est un monde parallèle. Il n'était pas vraiment perçu. C'est un truc à part. C'était pas... D'abord, c'était assez nouveau. On ne peut pas dire que ça intéressait au niveau du milieu artistique. Tu sais, les gens faisaient leur truc, puis nous, on était donc sensibilisés. Bon, ben, comme je te dis, quand première occasion de travail, tu sais, puis que tu joues tellement, puis que tu y prends goût, puis après, tu as le désir de toi développer ton propre travail, de pas juste être un acteur qui est engagé. On avait peut-être la capacité de pouvoir être, en guillemets, entrepreneur, Suzanne et moi, directeur artistique, si tu veux. C'est envie de faire nos choses, d'aller plus loin dans l'expression, si tu veux. On n'était pas les seuls, c'était la même chose pour l'œil, vraiment, puis les deux mondes. Et là, si je te dis 28 décembre 1974, qu'est-ce qui se passe? Je me marie. Voilà, je me suis marié avec une femme d'exception qui est tout un numéro, quand même, Suzanne Lebeau. Voilà, je lui ai dit un jour, parce qu'on jouait dans le spectacle, elle avait une robe magnifique, j'ai dit « Tu es tellement belle comme ça que je t'épouserai. » Alors, elle m'a pris au sérieux. Voilà. C'est aussi simple que ça. On s'entendait énormément dans le travail, quand même, même si on était, je dirais, comme deux pôles opposés. On n'avait pas les mêmes forces, mais je pense qu'ensemble, ça fonctionnait. Il y avait une complémentarité. On aimait beaucoup d'abord le contact avec les jeunes publics. Beaucoup, beaucoup, puis un vrai contact, tu sais, donc d'être capable, quand tu racontes quelque chose, tu ne racontes pas quelque chose par-dessus leur tête, de vraiment parler à ce public-là. C'est ici, maintenant, donc tu dois communiquer à un public. Je pense que, tu sais, ça s'est fait inconsciemment, tout ça, c'est comme assemblé, si tu veux. Pour faire votre premier spectacle, Suzanne et toi, vous mettez 100$ chacun, et il y en a d'autres aussi qui investissent. Oui, comme son père, sa sœur Françoise, qui avait mis plus, qui venait d'avoir un premier travail comme avocate et sortait du barreau, et le frère de Suzanne, oui, on a ramassé 500$, je crois. Ben, ça permettait, si tu veux, de payer un peu le concepteur à peine de la colle. C'est le père de Suzanne qui avait bâti tous les décors. Le scénographe qui avait travaillé à l'école avait pu prendre certains costumes dans le cagibi de l'école. Tu sais. Le premier spectacle, c'était d'abord « Tijan voudrait bien se marier, mais » pour les plus vieux. Et après, on a monté le jardin qui s'anime. Tijan, il y avait une fenêtre avec deux pattes qui la retenaient. Il y avait une porte, un paravent en jeu derrière, c'est tout. Tout se passait dans le jeu d'acteurs et la relation au public, si tu veux. Et c'est un théâtre où Suzanne aussi travaillait la participation. Avec les enfants, Suzanne improvisait, connaissait le texte, le faisait débouler à l'envers, elle revenait sur ses trucs, elle était d'une liberté et elle prenait, dès qu'il y avait une remarque d'un enfant, elle l'entendait et elle réagissait tout de suite. C'était une écoute exceptionnelle, si tu veux. Je te dirais qu'on n'était pas trop, nous, dans la morale ou dans le gna-gna, si tu veux. C'est sûr qu'avec les années, mais quand même... Tijan, tu sais, c'était l'époque, Tijan voudrait bien se marier, mais c'était toute l'époque du théâtre québécois, du folklore. Donc, c'était aussi, la langue était en français québécois des années 1800, elle avait fait toute une recherche. Donc, la langue était très, très belle. Hein. Suzanne était, comme elle avait écrit les textes, elle était très libre. Hein.
Puis quand il y avait les réactions, elle tenait, puis elle faisait des liens. Elle était admirable, elle performait là-dedans. La structure du spectacle était là. Il y avait comme des espaces où ils pouvaient, puis après, on revenait. Donc, il y a des espaces qui étaient fermés, il y a des espaces qui étaient où on entrouvrait, on ouvrait, ils intervenaient, et là, ils pouvaient, comme sur la chasse-galerie, c'était magnifique parce qu'on partait en canot, mais les enfants, tu comprends, continuaient comme s'ils étaient la répercussion de la chasse-galerie. C'était beau par le chant aussi, parce qu'ils chantaient, ils apprenaient des chansons et ils accompagnaient par le chant. C'était très, très beau, ça. Puis il y avait la découverte des enfants de cette langue-là. Hein. C'était très beau, ce français québécois-là des années 1800. Eh bien, quand je te vois, Tijan, te faisait de statue de saint, rôder autour de la maison du père Gabriel, ben pour lors, je serais porté à croire qu'il se prépare de par ici une rôdeuse d'histoire. Pour en savoir le long puis le court, il faudra ouvrir bien grand vos yeux puis vos oreilles. Tijan, il est bien doux puis bien timide, trop ardu dans ses lubies d'amour pour penser à mal faire. Mais je vous dis que quand il y a une histoire qui y trotte dans la tête, elle y trotte pas d'un pied, le petit vlimeux. C'est beau, cette langue. C'est de la musique. Et toi, tu jouais Tijan. Tijan qui était épris de la Madelon et qui devait parcourir les épreuves. On jouait dans les gymnases d'école. Hein. Puis il y a des... Oui, donc c'est pour ça ce paravent-là. Et je me souviens, on avait une bande enregistrée et toute la fin du spectacle, c'était une énorme farandole avec tous les enfants à partir d'un enregistrement des archives de folklore de l'Université de Montréal. Les vieux m'ont conté. Mais il y a une journée, à Montréal, le directeur d'une école savait qu'il y avait ça, c'était dans la feuille de préparation. Il dit, écoutez, j'aurais quelque chose à vous dire et je vous en ferai. Il dit, écoutez, je sais que le concierge de l'école est un violonneux exceptionnel. Il dit, je ne sais pas si vous auriez envie de l'inviter à la fin et que les enfants puissent découvrir aussi autre chose chez cet homme. On avait dit bien oui. Le spectacle durait à peu près 1 heure et je pense qu'on a dû danser les farandoles pendant 1 heure et demie avec les enfants. Il était au centre, c'était un moment, on peut dire là, c'était un moment de vie, un moment de théâtre. On trouvait donc son compte à jouer dans les écoles, dans les gymnases. Bien sûr. On nous offre une tournée, plusieurs représentations dans le nord de l'Ontario, hein, début février. On termine de jouer l'après-midi. Le directeur de l'école nous dit il fallait se rendre de Folliette à Chapelot, au Gogama-Chapelot, je me souviens. Mais en tout cas, c'était très loin. C'était 1 heure et demie de toundra. Puis il y avait la tempête. Et puis il nous a dit soyez prudents, partez rapidement, tout ça, parce que vous avez une bonne heure et demie si tout va bien, tu comprends. Bon, on est dans le nord de l'Ontario, puis c'est la tempête, il y a de moins en moins de voitures, puis nous, on doit se rendre, tu comprends? Et là, on avait le petit Econoline, puis bon, on ne comprend pas tout de suite qu'à moins 40, quand tu roules pendant plus d'1 heure, ben, la ligne d'essence va geler. Et là, tout d'un coup, on sentait des à-coups, puis là, on se retrouve tout d'un coup au milieu de nulle part. Et là, on arrête, on a froid, il fait froid dans la voiture, on essaie de comprendre, on ne comprend pas, on essaie. Puis là, on s'est dit, on va mettre la batterie complètement à terre, c'est pas possible. Et là, il y a une voiture qui est passée. Après, 3/4 d'heure, et on se dit, on va passer la nuit là, on se préparait, tout ça. Et puis là, qui est allé chercher, il y a une remorque, un camion-remorque qui est venu, qui nous a... Et là, quand ils ont fait, mais mon pauvre monsieur, des cartons, s'il vous plaît, face à la grille du radiateur. Vous êtes dans le nord de l'Ontario, à moins 40. C'est la ligne à essence qui est gelée. Alors, on a continué la tournée avec une collection de cartons. Hein, on était toujours prêts. Donc, on a appris ça cette journée-là, si tu veux. On a finalement pu jouer, tu comprends, avec les enfants qui arrivaient presque aussi gelés que nous. Puis là, vous vous ostiniez à savoir si le décor passait dans la porte ou pas. C'est fou, hein, dans les trucs de tournée. Tu sais, on est deux, puis on est pressés parce qu'il fait froid, tu comprends? Puis je me souviens, non, ça passe, puis ça passe. Je pense qu'on a dû perdre 10 minutes dans un froid sibérien au lieu de tout simplement la mettre un peu plus sur le côté et perdre chacun notre bataille, puis d'entrer, puis de monter la foutue porte, si tu veux.
Mais bon, c'est les aléas de la tournée, si tu veux, mais qui nous font rire maintenant. Mais disons qu'on avait commencé peut-être cette journée-là, le spectacle un peu tendu. Il fallait avoir de l'ambition pour persévérer, puis pour essayer d'avancer et de faire advenir cet autre théâtre-là, puis d'arriver à jouer, tu comprends? Et les gens qui nous ont aidés aussi énormément. Il y avait, sur l'île Sainte-Hélène, il y a 2 poudrières qui datent du régime français, et il y avait là une femme qui dirigeait ce théâtre-là, et Janine Beaubien, donc de la famille des Beaubien, tout ça, tu sais, qui déjà, elle était très soutenue par des gens d'affaires, tu comprends, à cause de son milieu, et puis elle faisait à chaque décembre, il y avait durant 2 semaines, 3 semaines, pour les écoles, puis après ça, pour le public, durant le temps des fêtes, elle accueillait un spectacle jeune public. L'Avant-Pays a joué beaucoup, beaucoup là. Et elle s'est mise à un moment donné à faire aussi pour la fin de l'année, tout ça. Donc, elle était venue voir notre travail et puis on était invités aussi. Donc, l'Avant-Pays a joué pendant des années là. Et nous, on a joué aussi. Donc, on était les 2 compagnies. Elle était venue voir aussi le travail parce qu'à l'époque, le directeur artistique de la Place des Arts, Henri Barras, aimait qu'il y ait la fin de semaine, le dimanche, je crois, peut-être le samedi aussi, des spectacles dans le hall du Piano Nobilé. Donc, comme on jouait dans les... et il y avait beaucoup de monde, beaucoup de monde. Il y avait un besoin, là. Puis on le vivait aussi, tu sais, André Laliberté et moi, tu sais, au Piano Nobilé de la Place des Arts. Le théâtre était derrière nous, les vraies salles, tu comprends? Mais on était quand même dans le hall, dans le foyer, tu comprends? Et il y avait du monde, mais à un moment donné, il y avait tellement de monde, il y a une limite, c'est-à-dire une centaine d'enfants, ça pouvait aller, mais quand tu es rendu à 105, quand tu es à 200, puis que les enfants sont déjà plus loin, tu sais, ben à un moment donné, tu rêves aux conditions optimales, tu comprends? Et puis pour moi, s'il n'y a pas le travail de la lumière, tu comprends? S'il n'y a pas le travail de spatialisation du son, ben, tu sais, les 2 sources sont de chaque côté. Il ne faut pas que ce soit trop fort pour ne pas assourdir le public, tu comprends? Mais tu sais, on se débrouille, mais tu n'es pas dans une vraie relation, pour moi, complète avec un spectacle. Moi, je pense à Gilles Pelletier et sa compagne, son épouse Françoise Gratton, qui nous ont invités à un moment donné à jouer et qui nous ont permis aussi de jouer durant le temps des fêtes à Fred Barry. Puis Jean-Luc Bastien était là aussi. Mais tu sais, ces gens-là, au départ, Françoise Gratton et Gilles Pelletier, parce qu'à un moment donné, moi, je voulais jouer en salle. On avait ce désir-là, Suzanne et moi, que l'expérience théâtrale soit complète aussi. Et c'était formidable parce que, tu sais, on jouait, on faisait quoi, 10, 12 ou 14 représentations dans le cas scolaire et on jouait en représentation familiale durant le temps des fêtes. Et le public venait. Et on pouvait travailler avec la lumière sur un plateau. Ça sublimait toute cette simplicité-là au niveau de la scénographie. Mais c'était très, très beau parce que ça l'enveloppait, la lumière enveloppait la scénographie. C'était tout un monde qui s'ouvrait, qui était un peu en parallèle, si tu veux. Je pense que les lettres de noblesse sont apparues à partir du moment où on a débordé le fait que c'était uniquement dans le temps des fêtes, tu comprends, ou comme cadeau de fin d'année pour les écoles, tu comprends, puis qu'il y a eu des programmations plus régulières. Bon, mais comment on faisait? On était jeunes, c'était une énergie folle, parce que tu peux pas... quand tu comprends que pour exister comme artiste, c'est toi qui dois d'abord avancer. C'est très rare qu'on ait cueilli comme ça, comme une pomme ou comme une fleur au milieu d'un champ. C'est très rare. Tant mieux si ça peut arriver à certains, mais c'est très rare. Et tu comprends qu'il y a tout un travail d'ombre que le public n'a pas besoin de connaître ou de voir, mais pour briller sur un plateau, comme je le disais tout à l'heure, c'est beaucoup par moments des fois d'abnégation, beaucoup d'intelligence, de finesse dans le travail, d'être capable de calmer l'angoisse de l'acteur ou ton angoisse, l'incertitude, parce que tu peux travailler avec les maquettes, mais tu passes d'une fiction à la réalité, à une matière, tu comprends? Mais
comme peut-être j'ai toujours aimé les objets anciens, les armoires, les vieilles moulures que je ramassais, les vieux poteaux, je pense que très rapidement, puis grâce à mon beau-père, bon, qui aurait sûrement été un architecte formidable, j'ai appris la construction. C'est le père de Suzanne qui fabriquait les décors. Parle-moi de ça. Il avait conçu à partir des plans de Corriveau que tout puisse se déboîter et puisse sur un support s'empiler, et puis avec une toile, on partait comme ça. Puis on mettait dans le coffre les deux sources pour le son, si tu veux, puis le bon, ça va. Et puis, il nous avait monté comment monter, les charnières. C'était un homme qui était très ingénieux, si tu veux. Puis je me souviens, les périodes où c'était difficile, quand Suzanne était découragée, elle disait, il faut tenir. C'est comme vous bâtissez une entreprise, Suzanne. C'est une entreprise. Il faut tenir. Il nous a énormément soutenus physiquement, en nous aidant vraiment, en construisant, en prêtant la voiture. Lui allait travailler en bus au centre-ville, à la Sunlight, et puis en nous faisant comprendre petit peu par petit peu la notion d'entreprise et d'entrepreneur aussi. Artiste-entrepreneur. Et parle-moi du Festival de théâtre pour enfants de Longueuil. Ah oui, le festival, mais le festival à Longueuil, tu sais, se tenait, on jouait soit dans les gymnases, ou on jouait dehors, il y avait le côté plein air, tu sais, devant le centre culturel. Oui, ça, il y avait François Sainte-Marie qui dirigeait le centre culturel. Lui, ça a été très important aussi. Mais on était déjà moins dans le lien avec une salle de spectacle, le théâtre. Mais il y avait cette préoccupation-là quand même une adresse au jeune public, si tu veux. Qu'est-ce que ça apportait au milieu d'avoir un festival? Ben, c'était modeste au départ. Ben, ce que ça permet, c'est que ça nous permettait d'abord de nous rencontrer, parce qu'on était en tournée toute l'année, hein, on se voyait pas ou peu, tu comprends? Et puis c'était le début, si tu veux aussi, on commençait à s'organiser. D'abord, on s'organisait comme compagnie, hein? D'abord s'organiser sur le plan autant légal et tout ça, commençait à avoir un peu un fonctionnement un peu plus permanent, si tu veux. Et donc ça, il y avait, oui, il y avait nous, il y avait l'Avant-Pays, le Théâtre de l'Œil, et puis il y avait eu aussi Micheline Legendre, les marionnettes de Montréal, hein, c'est ça. Ça, c'était très important, Micheline aussi. Elle a formé beaucoup de marionnettistes. Vraiment. Ça a été je te dirais, les pionniers. Puis André Laliberté, absolument, qui a travaillé de nombreuses années avec elle, et donc ça lui a permis, André, après, de créer le Théâtre de l'Œil. Il fallait faire le travail au niveau d'abord de notre communauté, comprendre les besoins puis les liens qu'on créait, mais on se voyait déjà à Longueuil au Festival Jeune Public, tu comprends? Alors, c'est là que j'ai connu Serge Marois, tu sais, quand même, François Sainte-Marie a permis d'abord qu'on se côtoie. C'était quand même quelque chose de rencontrer Monique, de rencontrer André Laliberté, donc de rencontrer ces gens-là. Et puis après ça, ben, tout d'un coup, on s'est mis à se parler. Il y avait des différences, bien sûr. C'était très marqué, d'ailleurs. Oui. Nous, c'était le théâtre vraiment de texte. Il y avait un autre... le travail de Monique et de Daniel et de France Mercier, c'était tout un travail avec Marie-Francine Hébert, qui était une auteure, mais c'était fait à la base de tout un travail avec les enfants. Le travail était différent, beaucoup. Puis c'était le début de la création au Jeune Théâtre. Il était dans cette mouvance-là. On faisait notre travail, on était capable de voir le travail des autres, de voir ce qui nous plaisait, ce qui nous intéressait, ce qui était bien. D'autres, ce n'était pas nécessairement notre démarche à nous. Mais non, je pense que tu essaies d'abord de te développer toi, de développer ton territoire. On avait des relations, c'était pas du tout des guerres, loin de là, si tu veux. On faisait notre travail, c'était des cellules. On était un peu sur nous-mêmes, je pense, autant pour survivre que pour essayer d'exister. Au milieu des années 70, tu travailles aussi beaucoup avec Gilles Maheu et les Enfants du Paradis. Quand on travaillait avec Gilles, hein, il y avait ce grand loft-là, ce coin François-Xavier et Saint-Nicolas dans le Vieux-Montréal, voilà, où il y avait l'Escabelle qui avait donc... il y avait leur
leur salle de spectacle où ils faisaient vraiment un travail absolument étonnant, tout ça, d'improvisation, de parcours où on se promenait sur les 3 étages, tout ça. Gilles donnait des ateliers de mime, c'était le mime pur, il venait de chez Decroux, hein. On n'était pas encore au travail beaucoup plus éclaté qui est venu lors des Enfants du Paradis. Ça a commencé à s'éclater, mais Carbone 14, là, on peut dire qu'il s'est épanoui, là. C'était majeur, si tu veux. Mais il y avait déjà, tout était comme là, ce sens-là de l'énergie. Tu peux aller là sans te perdre si tu as la rigueur. Il y avait la rigueur de Decroux. Voir Gilles faire tous les exercices de Decroux, c'est comme écouter Calas faire les vocalises pour moi. Il a été au mouvement ce qu'a été Calas pour moi. Tu écoutes ça et déjà il se passe quelque chose. Il sublime ça, tu comprends? Il fait le mouvement avec la main. Toi, tu le fais, c'est bien. Lui, il le fait, c'est sublime. Il y a une poésie qui se dégage du mouvement, si tu veux. Avec Gilles, il y avait d'abord tout un travail d'entraînement, comme je disais tout à l'heure, physique. Ça, c'était très important. Et Gilles, c'était un grand artiste. C'est un meneur de troupe, Gilles. Je travaillais, donc j'avais ma compagnie, je travaillais avec donc les Enfants du Paradis. Puis à un moment donné, il voulait que je donne plus de temps et j'ai fait le choix de rester donc avec Suzanne. Et pour lui, il l'a pris très, très violemment, Gilles. Oui, c'était un deuil. Mais je savais aussi que je perdais quelque chose aussi. Je sentais tout ce qui allait advenir. Il m'en a voulu pendant un moment de cette... il prenait ça comme une trahison. Ça a pris quelques années pour qu'il se calme par rapport à ça. Et si on revient au carrousel, à la fin des années 70, vous créez une lune entre 2 maisons pour les 3 à 5 ans. Souvent, Suzanne initiait. Suzanne, comme je le disais, donnait les cours de jeu dramatique aux tout petits, au Centre culturel de Longueuil. Donc, elle côtoyait ce public-là. Et elle voyait aussi, quand on allait voir des spectacles ailleurs, ou même là, tu sais, que les enfants petits souvent décrochaient parce que ça ne s'adressait pas à eux. Soit que c'était trop long ou ils étaient trop loin du cœur de l'enjeu, ça ne les rejoignait pas, si tu veux. Il y avait ce désir-là, si tu veux, tu sais, de réaliser ça et de créer des conditions idéales. Ben, tu sais, ce public-là, comme elle l'avait côtoyé, c'était un défi, mais c'était l'envie. On savait qu'on y arriverait. Tu sais. Une lune, c'était d'abord, c'était joué de manière très minimaliste. Ça n'avait rien à voir avec. Pendant un long moment, il y avait entre guillemets un cliché du jeu jeune public. Hein? La surexpression au niveau du visage, il faut que ça bouge tout le temps, il faut jouer fort, tu sais, puis c'était Guilleret et Prime Sautier, si je puis dire. Mais alors que une lune, pour moi, j'appelais ça d'abord du théâtre de chambre. Comme la musique de chambre, qui est une musique plus intimiste, on sentait qu'avec les tout-petits, il fallait arriver à créer ça, cette intimité-là. Donc, on jouait, comme je te disais, on en prenait 35. Quand on avait à leur parler vraiment, d'aller les chercher dans le regard. Tu sais, de ne pas être comme ça, non. Les enfants n'ont rien à foutre, de dire « Ah, mon Dieu, c'est un acteur, il est beau, elle est belle. » Non, eux, ça les intéresse ou ça les intéresse pas. Tu sais. Alors, il fallait aller là, pas de narcissisme. Mais tu joues pas dans ce spectacle-là. C'est quoi ton rôle exactement? Ben, oui, c'est-à-dire que ce qui est arrivé, c'est que c'est Léo Monger, la comédienne de Québec, bon, qui avait fait du théâtre avec moi, aussi au Saguenay, tout ça, bon, qui avait monté le spectacle, mais comme elle travaillait énormément à Québec, tout ça, au Trident, et elle faisait... donc, c'est moi qui ai dû reprendre le spectacle, tout ça, et puis elle ne pouvait pas le rejouer, et c'est moi qui ai fait le suivi. Donc, on parlait de ton rôle. Tu deviens metteur en scène. Oui, presque malgré moi au départ. Comme ça, tu sais, par nécessité. Parce que ça prenait un regard, il fallait assurer le suivi du spectacle, être derrière les enfants, voir où est l'écoute, pas l'écoute. Oui. Ce qui était bouleversant, c'est que c'était tellement un travail économe, minimaliste.
Et pour moi, c'est comme des fois les œuvres en art contemporain qui sont minimalistes, même en sculpture, tu comprends? C'était tellement épuré, c'était tellement sain, mais donc ça veut dire que la force, elle était souterraine, tu sais. Les enfants tout petits disent pas, mon Dieu, elle est formidable, tu sais, comme je disais tout à l'heure, l'actrice. Ils sont pris ou ils sont pas pris. Ils sont pris parce que tout d'un coup, il se passe quelque chose. Il y a une interrelation entre le plateau et l'espace des jeunes spectateurs. Moi, je pense que c'est organique. Ils le sentent et tu le sens. À cet âge-là, d'abord, c'est l'objet transitionnel est encore très important, l'importance de l'objet qui est à soi, l'objet qui est à l'autre, de, de devoir partager, c'est déjà toute une aventure, c'est quelque chose. Et après ça aussi, la peur de l'inconnu. Tu sais, le monde, il est petit quand tu es petit, hein, le monde, voilà, la cellule est petite, et là, tout d'un coup, d'aller vers l'inconnu, d'entendre des bruits, tu ne sais pas ce que c'est. Donc, la notion de la peur, et d'apprendre, malgré la peur, de la transgresser. Je disais d'ailleurs, ce spectacle-là, pour moi, je disais que c'était de la musique de chambre et on jouait, les comédiennes ne jouaient pas sur le souffle, mais c'était joué avec une économie. J'ai dit, c'est comme si vous jouiez du Tchekhov, pour moi, devant des enfants de 3, 4, 5 ans. Il y a l'émotion est là, tout est là, il y a une économie, il y a une vibrance qu'on doit entendre. Il n'y a pas de surjeu ou de faux rythme, c'était joué plutôt très lent, très, très simple, et les enfants entraient à l'intérieur de ça. On arrivait à créer une relation d'écoute. S'il y a la relation d'écoute, l'enfant va pouvoir après, à l'intérieur du spectacle, entrer dans son intériorité en relation avec le spectacle. Et c'est pas juste un truc qu'on lui garoche puis qu'il reçoit comme ça où il n'y a pas d'espace comme public. Donc, il y a aussi le début de ça, de comprendre que le jeune public, dans le travail avec les jeunes publics, on peut travailler sur la relation avec ce public-là. Donc, la relation avec ce public-là, ça veut dire qu'il y a un mouvement. Il y a un mouvement, on va vers le public, mais il doit venir vers nous. On n'a pas besoin de crier puis de surjouer pour communiquer avec ce public-là. Enlevons tous les clichés, tous les préjugés. Exprimons-nous comme artistes intelligents, sensibles et vibrants, qui respectent ce public-là. Mais il y avait une tension qui était jouée sur le plateau, mais les enfants avaient une écoute dans la tension qu'ils avaient. C'était incroyable de les voir comme ça, puis d'être dans une attente, tu comprends? Et quand c'était le papillon, là, il pouvait y avoir une espèce de rire. Et même, les enfants cabotinaient un peu dans le rire, mais comme pour enfin se soulager. Parce qu'après, quand ils partaient, souvent, on avait quand même prévu la chose, on prenait de l'expérience, on avait des matelas qu'on avait prévus, donc qui pouvaient être épongés, lavés. Il y avait souvent 2, 3, des mauvaises journées, 4 pipi sur les matelas. Et ça, c'était dû au moment de tension, quand il y avait tout d'un coup le soulagement, il y avait un lâcher-prise. Mais oui, mais on nettoyait ça avec grand plaisir. Par notre sensibilité, par le contact avec les jeunes, on a comme créé, malgré nous, tout un mouvement, toute une nouvelle, tout un nouveau secteur, un nouveau public. On n'était pas rendu encore au théâtre pour bébés, là, mais donc ce que j'appelle le théâtre pour la petite enfance. Et les grandes tournées internationales, ça arrive comment ça? Dans la vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a rien que du timing. C'est Michel Garneau qui disait ça. On est invité avec une lune, parce que ça avait à jouer dans le cadre du Festival Jeune Public, mais qui se tenait au Parc La Fontaine, le festival de l'Association québécoise du jeune théâtre, la QJT. Et on était dans le pavillon central, où des fois même Piccolo faisait des petits spectacles, là, Paul Buissonneau. Et donc, on installe à l'étage, avec de la lumière, un petit théâtre. Et donc, on donnait les dernières représentations. Et je me souviens, avant la dernière représentation, il y avait donc des critiques de spectacles, tout ça, donc qui étaient faits par des festivaliers. Et nous, c'était René Richard-Cyr, qui est un jeune acteur qui travaillait, qui était venu voir le spectacle, tout ça la veille.
Et donc, on avait une critique épouvantable. C'était terrible. Et donc, on donne la dernière représentation. Et là, il y a Maurice Sienne et Michel Duet qui travaillaient donc à Lyon, à Vèze. Ils avaient une compagnie de théâtre qui s'appelait le Théâtre des Jeunes Années. Et ils en étaient à la 2e édition d'une biennale qui s'appelait RITEJ, Rencontre internationale du théâtre pour l'enfance et la jeunesse. Donc, ils avaient vu la semaine d'avant les petits pouvoirs qu'on jouait lors du festival, qu'ils avaient fait au festival. On avait fait un tabac, c'était incroyable, et on revenait, c'était les dernières représentations d'une lune. Donc, les petits pouvoirs pour les 9 ans et plus, une lune pour les 3, 4, 5 ans. Et là, ils viennent voir la dernière représentation et ils demandent après à nous rencontrer. Ils viennent nous voir, ils ont dit, écoutez, c'est un moment de théâtre qu'on a vécu là. C'est comment vous arrivez à créer cette écoute. Puis là, on les écoutait, on était un peu berlués. Bon, on était polis, tout ça. Ils ont dit, est-ce qu'on peut vous rencontrer? Alors, donc, on les a rencontrés. Ils ont dit, écoutez, on crée la biennale, on voudrait vous inviter avec 2 spectacles, Les Petits Pouvoirs qu'on a vus, tout ça, qui est très intéressant. C'est 2 univers complètement différents. Et on voudrait vous inviter avec une lune aussi. On est en France, en 83. Ils voient un spectacle jeune public avec des acteurs qui jouent l'enfance, mais qui interpellent les parents et qui contestent l'autorité des parents. On jouait, puis on sentait, on était habitué, on l'avait tellement joué. On se met à jouer dans le rythme, on part le spectacle, puis après 5 minutes, on sent. Puis tout d'un coup, on jouait, on avait des demi-costumes, un demi-costume d'enfant, demi-costume d'adulte. Donc, on jouait profil. Donc, les personnages, on se tournait, on était le père, on se tournait, on était le jeune. Et donc, on pouvait se parler du regard, puis là, on essayait de comprendre, on jouait. Le bide complet, quelques applaudissements. Une mise en scène de Lorraine Pintal. Absolument, merci de le souligner, qui avait fait un travail formidable, Lorraine. Et tout d'un coup, on sort et après, j'avais demandé une rencontre et là, bon, il y a beaucoup de gens s'étaient poussés. Et là, les gens se mettent à nous dire « Non, mais on vous aurait donné des baffes, mais c'est pas possible, non, mais interpeller les parents comme ça, mais qu'est-ce que vous avez, vous, les Canadiens? Non, mais... » Donc, on est inquiet, on joue une lune. Après la première représentation, les directeurs nous ont dit, Gervais, est-ce qu'on peut réouvrir? Il y a plus de 200 personnes qui veulent voir. On ouvrirait, ils seraient au loin, au moins pour voir. Il dit, c'est le délire, tout le monde veut voir ce spectacle-là. Et alors, on était là, nous, sur les côtés, très inquiets. J'avertissais on avait créé quand même une distance. Ils voyaient ça au loin. On aurait, je ne sais pas combien de représentations supplémentaires on aurait pu faire de festivaliers qui voulaient voir le spectacle. Alors, en France, quand on dit faire un tabac, on a vécu les 2, c'était le délire. Les comédiennes sortaient, n'arrivaient plus à avancer. Donc, un programmateur qui vient et dit, écoutez, je peux vous rencontrer, je voudrais organiser une tournée de 3 mois du spectacle de 100 représentations dans 1 année et demie. Ben là, nous, on était polis, on s'est dit, oui, on va vous rencontrer, mais on était un peu, on disait, non, mais quand même, ils nous prennent pour des cons ou quoi? Qu'est-ce que c'est ça, nous offrir 3 mois comme ça? Et là, on fait 3 pas, et là, la directrice des relations publiques pour le centre dramatique, parce qu'il y avait des centres dramatiques pour l'enfance et la jeunesse, la compagnie Daniel Basili à Saint-Denis, a dit, voilà, je viens de voir le spectacle, Daniel et Patricia ne pouvaient pas venir parce qu'ils ont une création, mais ils cherchent un spectacle pour les tout-petits et on vous offrirait 1 mois de représentation, 40 représentations dans le petit théâtre à Saint-Denis. On a fait la représentation l'automne suivant, en novembre, à Saint-Denis. Et là, les programmateurs qui en avaient entendu parler, mais ça venait. Tu sais, il faut être très humble par rapport à ça. C'était la folie. On avait la tournée de 3 mois. On a pris un arrêt qu'on a reprolongé de 2 mois. On a tourné le spectacle comme ça de 3 mois à 3 mois pendant 3 saisons.
il y a des hasards, il y a des timings, puis il faut être très humble par rapport à ça. On apprend aussi que, bon, on est mieux, comme je disais, être désiré que pas désiré, donc on était au moins désiré là. C'était formidable. Et après, ben, tu découvres la tournée, la longue tournée, tu avances dans ton travail. Moi, j'accompagnais beaucoup une lune, donc je voyais les publics, je jouais dans les petits pouvoirs ailleurs, bon, tout ça. Et c'est là qu'est venue l'idée de coproduction. On est invité dans d'autres festivals. Et c'est comme ça, suite à la Biennale du théâtre aussi. Bon, donc nous, on savait déjà qu'il avait été traduit en espagnol, en anglais, et il a été traduit en de nombreuses langues, une lune. C'est énorme. Mais tout ça a démarré là, et maintenant, c'est ça, on voyait dernièrement, Suzanne est traduite dans presque, je pense, c'est 44 ou 45 langues de par le monde. Et là, elle vient d'être publiée en Iran, elle vient d'être traduite en Ouzbékistan. Mais tout ça vient de là, et c'est quelque chose, tu comprends, qui grandit malgré toi. Tu sais, c'est tout. Et on le doit à Maurice Yent et à Michel Duet. Et pour eux, c'était comme si on faisait de la magie, mais on faisait simplement notre travail. On n'était jamais, comme je le disais, puis je le redis, dans le narcissisme de l'acteur. Tu ne peux pas être narcissique devant le jeune public. Il faut que tu sois bon, puis il faut que tu aies envie de communiquer avec eux, pas de surjouer, mais d'être par ta qualité de jeu, parce que tu communiques avec eux par la qualité de jeu. Un enfant sent très bien quand l'acteur est bon. Il ne va pas dire l'acteur est bon, mais il le sent parce qu'il devient plus fort que lui et il écoute. Quand l'acteur est moyen, cabotine, l'enfant va décrocher beaucoup plus facilement. Parlons de la Maison Théâtre. Comment c'est arrivé, ça, l'idée de doter le milieu d'une scène permanente? C'est venu quand même au départ on en a parlé, André Laliberté et moi, et Michel Fréchette est arrivé aussi dans le portrait, parce que déjà on jouait par moments dans des théâtres, tu comprends? Puis on commençait à faire des matinées scolaires, puis on sentait qu'il y avait un besoin de toute façon, qu'il y avait un besoin, puis qu'on avait envie que le rapport avec le théâtre jeune public et son public, les jeunes publics, ne soit pas juste dans le hall des théâtres, comme au Piano Nobile de la Place des Arts, tu comprends? Puis ça nous permettait, comme je te dis, d'aller beaucoup plus loin, tu comprends? Sur le plan aussi scénographique, tout. C'est-à-dire, c'était un besoin d'avancer, de continuer à avancer, de grandir, de se développer, de se déployer, je dirais. Mais donc le Théâtre de l'Œil, la Marmaille et le Carrousel, quel travail ça a pris pour mettre sur pied ce projet-là? Ça s'est pas fait tout seul. Oui, bien sûr. Parce que pour certains projets, il y a des choses que tu sais que tu ne peux pas faire seul et que à trois, tu es plus fort que seul. Puis on représentait 3 compagnies très différentes. Et donc, c'est intéressant, ça aussi. Et comme on jouait déjà par moments dans les théâtres, tu comprends? Monique et Daniel aussi jouaient. Donc, on avait ce désir-là qu'il y ait un lieu. Puis moi, je le voyais quand on a joué au Théâtre des Jeunes Années à Lyon, après, c'est un lieu qui était consacré au jeune public. C'était des gens qui se consacraient. Je pense que c'est bien qu'il y ait des spectacles qui se retrouvent dans les gymnases, mais il y a une expérience qu'offre une salle sur le plan de tous les outils qui donne une autre expérience. Et on se disait, peut-être que d'amener les enfants au théâtre, peut-être quand ils seront plus grands, peut-être parents, ils vont peut-être amener leurs enfants, mais peut-être qu'ils vont y retourner aussi au théâtre. Apprendre que c'est un lieu qu'on peut fréquenter plusieurs fois. On n'a pas à avoir peur, être intimidé par un théâtre. On avait une utopie de créer cet espace-là, puis une ambition, absolument. Mais on savait qu'à 3, c'était mieux. Puis on l'a très, très bien fait à 3. Oui, il a fallu quand même créer la Maison Théâtre en préfiguration avec le ministère. Quand on les a rencontrés au départ, bon, il y avait bien l'agent culturel qui était là quand même. Il y avait une sensibilité, lui. Mais il y a eu tout un boulot. C'était pas, il y a eu du boulot, là. Du boulot, des rencontres. On était bien, tu sais, on était préparés, tout ça, mais il fallait qu'on tienne le morceau, si tu veux. Tu sais, on l'a eu parce qu'on y a travaillé très fort.
vraiment. Il y a eu vraiment 3 compagnies, mais après, on a voulu rallier le milieu. Le milieu, il y en a qui avaient peur que ça coupe des matinées scolaires. Il y a eu, tu sais, mais quand ils ont vu les gens, on a pris le temps de les rencontrer, qui se fassent à cette idée-là, qui s'apprivoisent aussi à ça et qui réalisent aussi que la maison théâtre, pour nous, on disait, c'est pas un moins, c'est un plus. Il y avait des réticences. Il y a eu des réticences, bien sûr. Tu sais, souvent, tout ce qui est nouveau, qui n'existe pas, peut créer de l'étonnement puis des réticences, bien sûr. Bien sûr. Mais nous, on était déjà 3 compagnies. On accueillait des publics en salle. On savait que c'était possible. C'était comment le tutoriel? Ben écoute, c'était un gouffre entre le spectacle qu'il fallait, mais on s'en accommodait, si tu veux. Le procédium n'était pas équidistant, donc quand il y avait un axe, c'était la salle était divisée, les bancs étaient raides, on était collés sur la cité, c'était très plat, il n'y avait pas cette montée-là, tu comprends? Il y avait le balcon, c'est tout, mais on ne pouvait pas placer les enfants au balcon puis personne au parterre. Disons que c'était la pire salle, mais on y est arrivé. Que des jeunes entrent dans un théâtre, dans ce théâtre-ci, la Maison Théâtre. Après, moi, j'y ai fait des expositions dans le hall aussi. Il n'y a pas juste le spectacle, il peut y avoir d'autres choses dans ces lieux-là, quand les lieux le permettent, quand des lieux plus généreux peuvent exister pour permettre ça. On était obligés, pour survivre en tout cas, d'avoir une très, très grande solidarité entre nous. Oui, malgré nos différences, on était obligés de transgresser, de dépasser ça. Pour d'abord, je pense, juste subsister, puis après se développer et exister. On n'avait pas le choix. Il ne fallait pas trop se donner de jambettes dans les jambes ou de reproduire ce que pouvait théâtre institutionnel. Il y avait des guéguerres pas mal plus grandes, peut-être des enjeux plus grands aussi. Et vous êtes resté là malgré tout. Ben, c'est parce que c'est ça l'endroit on voulait pas non plus, comme on voulait pas se retrouver en banlieue à Tombouctou non plus. On voulait un lieu au centre de la ville, au centre de la cité. Pour nous, c'était bien important, ça. De pas se retrouver, tu comprends, non, en périphérie de Montréal, tu sais. Puis il y avait déjà aussi quand même, à ce moment-là, assez rapidement aussi Serge Marois, parce que à Belleuil, il y avait Serge Marois, bien avant la Maison Théâtre, faisait des matinées scolaires. Il jouait au départ la fin de semaine. Il y avait des représentations la fin de semaine, le samedi et le dimanche. Serge a été quand même un précurseur, puis il était très utile après. Et donc, le 17 octobre 84, c'est l'ouverture de la Maison Théâtre. Tu vois, c'est ça, 84. C'était quand même quelque chose. Est-ce que tu t'en souviens de cette soirée-là ou de ce jour-là, enfin? Oui, il y avait du monde, je me souviens de ça. Mais il y a eu tellement, on travaillait tellement, on était contents, il y avait ça, si tu veux. Mais on savait qu'il y avait encore tellement de boulot. Alors, tu sais, on savait qu'on ne s'est pas assis très longtemps sur cette première victoire-là, si tu veux. Mais la Maison Théâtre, ça a changé quoi dans la dynamique du milieu? Pignon sur rue. Je pense que globalement, le milieu du théâtre jeune public, c'est de plus en plus professionnalisé. Et donc, les projets artistiques ont pris de l'ampleur. Le désir d'abord, bon, c'est bien de jouer comme ça dans un gymnase d'école, tu sais, ça a une fonction, j'ai pas de problème avec ça. Mais quand on peut faire le travail de lumière, le travail de spatialisation du son, il y a plein d'autres choses autour, tu comprends, de la mise en scène d'un spectacle qui crée une enveloppe qui permet de créer un monde, si tu veux. Je dirais que pour moi, en tout cas, le travail en salle sublimait le projet artistique. Moi, j'ai toujours rêvé ça. Je venais du théâtre adulte, puis j'y avais goûté, puis je le savais, tu sais, qu'est-ce que tu veux d'un public qui est devant un spectacle, dans un lieu. Et tu sais, c'est un lieu, tu n'es plus dans le gymnase, tu sors de l'école, tu vas au théâtre. Donc, tu peux peut-être, si tu apprends petit à y aller, peut-être que plus grand, tu vas avoir envie d'y retourner. Parlons de ton métier. Comment ça se prépare une mise en scène de Gervais Gaudreault? Lire le texte, lire le texte, lire le texte, lire le texte, sans a priori. Laisser surgir les images. Là, j'entre tout d'un coup dans une certaine fiction. Qu'est-ce que je reçois? Qu'est-ce qui reste en moi?
lire le texte, et là, commencer un travail de découpage dans la structure, en comprendre tout d'un coup, plonger dedans. Comment il est structuré? Comment est-ce qu'il y a des scènes qui reviennent, il y a des récurrents? Comment le rôle va, ou les rôles se déploient, se développent? Je creuse et tout d'un coup, après un très, très long moment, je fouille et des fois je photocopie, je coupe des images. Et là, j'avais une salle de répétition formidable. Et donc, parce que je ne travaille pas juste sur papier, et là, j'installe des images. Et après un moment, je réassemble. Puis il y a des choses que j'élimine. Et après un moment, je sens qu'à partir des images, j'ai une idée d'une structure au niveau de l'espace. Et parle-moi du théâtre comme lieu de métaphore. Ben, c'est-à-dire que, comme les premiers spectacles, j'étais dans des décors qui essayaient d'être plus vrais que le réel. Tu comprends? Et c'est pas... c'est très premier degré. Et pourquoi pas, autant pour les jeunes publics que le théâtre, tu comprends? Puis ça a tellement évolué aussi. Il y a une scénographe très importante au Québec, Daniel Lévesque, qui a permis à un moment donné de se rapprocher autant de l'art contemporain, de la sculpture, de tout ça, et qu'on sorte un peu d'une manière plus traditionnelle de créer des décors. Elle crée des scénographies. Pour moi, c'est différent. La scénographie est un espace qui va évoluer avec la représentation. Pour moi, un décor, c'est un décor. Il est planté, on peut le faire, il peut être plus chaud, plus froid selon la lumière, mais on a fait le tour. Quand j'ai fait Gretel et Hansel, je voulais faire le spectacle avec une seule chaise. On fait finalement le spectacle avec 14 chaises. Et je travaille beaucoup avec la maquette. Puis après, j'ai besoin, je mets des marques dans l'espace. Comme j'ai joué, je vais marcher dans l'espace. Des fois, je vais dire de texte dans l'espace. Des fois, je pense à Gilles Maheu et je me mets dans le mouvement. Je sens qu'il y a une spire dans le mouvement. Donc, c'est à la fois un travail d'analyse pour savoir ce que j'ai, un travail lié à des connaissances, puis de l'intuition. Et j'ai besoin de dessiner. C'est très structuré quand on voit mon travail. C'est très, très structuré. Et après, ce que ça me donne, c'est quand j'arrive avec l'acteur, je sais où je vais. L'acteur est très sécurisé parce qu'il y a une structure et il est libre et moi, je suis libre. On vit avec une œuvre. Il y a des intuitions, l'œuvre peut provoquer même des émotions. Il y a peut-être des moments même de l'œuvre, on dit merde, comment je vais régler ça scéniquement. Donc les défis, tu sais, il y a plein de choses. Mais quand on efface notre travail d'une œuvre qui est imprimée sur papier où tu as le manuscrit, ben, d'un aplat, tu passes en 3 dimensions et tu commences à rêver aussi à des acteurs. Pour moi, c'est très, très important aussi qui va porter cette parole-là. C'est drôle parce que je pensais à Benoît Vermeulen quand je l'ai dirigé dans Gilles. Il sortait de l'école de théâtre. J'ai travaillé, je pense, pendant 2 heures avec son corps. Je lui demandais de faire le son là. J'ai dit, regarde, ouvre là, tout ça. Je touchais à son corps. Et puis, après, donc, il est parti, je l'ai remercié, puis je savais que c'était lui. C'est un jeune acteur mais c'était extraordinaire, son intelligence sensible et intellectuelle, et comment il est arrivé à grandir comme acteur avec ça, et comment il a compris que la technique est un véhicule et pas une finalité. C'était extraordinaire. Il jouait le travail émotif, il jouait sans filet, il allait très loin, mais ne se perdait jamais. Je disais toujours, tu vas, avance, vas-y, ouvre, sois vibrant, puis si tu sens après, ne va pas trop loin pour pas que tu n'aies pas à t'écraser. Il faut qu'on sente que les larmes peuvent advenir, qu'elles sont là, mais tu n'as pas besoin de pleurer. C'est-à-dire, il faut que tu restes érotique. Les enfants vont être subjugués par les larmes qui vont advenir et ils ne seront pas, tu comprends, par en disant « Ah, il pleure ». C'est beaucoup plus fort qu'on sent qu'il y a ça qui s'en vient, que de dire « Ah, mais il pleure ».
C'est étonnant, mais l'acteur, au niveau de son narcissisme, s'il pleure vraiment, il se vide, il va avoir l'impression d'avoir plus donné. Il existe peu de tandems artistiques forts comme Suzanne Lebeau, Gervais Gaudreau. Comment est-ce qu'on apprend à se définir en dehors du tandem artistique? Ben, d'abord, on est face à un autre artiste. C'est les autres qui nous définissent comme un tandem. On ne se dit pas on est un tandem. Tu es devant une artiste, je suis un artiste et on est en relation de travail. Je travaillais beaucoup avec elle après sur les textes, des fois certaines coupures, des trucs. Puis elle était, quand elle voyait le premier œil expérimental, Suzanne n'a pas de complaisance par rapport à son écriture. Il faut dire que, tu sais, les textes arrivaient tellement achevés que j'étais aussi un privilégié, moi. Écoute, les acteurs, le plaisir que les acteurs avaient, Mireille Thibault dans Le Grelet, qui disait que c'était le rôle le plus complet comme actrice qu'elle avait eu à jouer, en termes de registre de jeu. C'est quand même formidable qu'une actrice dise ça. Mais ça, c'est dans l'écriture. Moi, mon travail après, c'est de lui permettre d'y aller, et quand elle n'y va pas complètement, savoir qu'elle peut y aller, lui dire, Mireille, et tu dois y aller, là. Et ils y vont. J'ai fait mon travail. C'est aussi simple que ça. Je savais que j'étais bien formé. J'aime l'exigence. Ça m'a aidé énormément de faire un cours classique, d'apprendre. Peut-être que tu apprends aussi quand tu apprends à lire le grec, le latin, même si je n'étais pas très bon dans les versions, tout ça, parce que j'étais trop distrait, moi. Je voyais les lettres, puis je voyageais, mais tu sais, les cours d'histoire de l'art que j'ai eus, d'avoir vu les diapositives de la grotte de Lascaux, pour mon travail de metteur en scène, ça vient de ma formation, si tu veux. D'avoir eu le privilège de chanter si jeune, de faire ce cours classique-là qui était quand même un cours d'humanité. Écoute, j'avais des cours, comme je te disais, de français, d'allemand, d'italien, et de comprendre dans chaque langue, d'aller chercher. Peut-être qu'après, ça m'a aidé à développer mon oreille, ça, probablement. C'est mon oreille qui s'est développée. Donc, par l'oreille, j'entends le territoire de l'acteur. Tu sais, un metteur en scène doit avoir le sens de l'espace. Tu sais, est-ce que la table est au bon endroit et est-ce que la chaise joue bien son rôle comme objet et comment il s'en empare et dire, il me semble que tu devrais prendre la chaise comme ça. Des fois, je peux anticiper, si tu veux. Parce qu'un travail de création, c'est pas, on n'est pas un plombier qui est en train d'installer un chauffe-eau. Il y a des données uniquement objectives. Il faut que la soudure soit bien faite. Puis l'eau va sortir là. Il y a des éléments objectifs, mais il y a une subjectivité dans l'art. Et ça peut créer des fois de l'insécurité. Mais quand on a une bonne technique, c'est-à-dire la technique est un cadre pour permettre la subjectivité. Tu ne te perds pas, mais tu peux prendre des risques parce que tu connais ton environnement. Et pour moi, j'ai toujours perçu ça comme ça et j'ai formé les acteurs comme ça. Et quand je travaillais avec eux, j'avais cette préoccupation-là. Puis, tout le travail physique avec Gilles Maheu, c'est là que j'ai commencé à intégrer le travail vocal aussi. Donc, j'ai fait une synthèse de plusieurs apprentissages, si tu veux, et de gens importants que j'ai côtoyés. Vraiment. Et après, ça a été comme pédagogue, comme formateur, autant comme professeur de voix que comme directeur, comme metteur en scène, je me disais toujours, j'aurais eu besoin de quoi, moi? Est-ce qu'un chemin qui peut être pas nécessairement plus facile, mais plus une ligne droite, moins s'en aller trop longtemps sur des chemins de traverse puis se perdre complètement? Tu sais, comment être très ouvert au départ, mais à un moment donné, quand on crée, on creuse quelque chose, puis tout d'un coup, il y a une ligne qui s'installe. Faire des choix. Absolument. Tu ne peux pas être partout. Quand tu es partout, tu es nulle part. Donc, il faut trouver, par rapport à un texte, par rapport à un projet de mise en scène, tu comprends, tout d'un coup, il y a des images, tout d'un coup, mais tu es en train de développer, d'installer un territoire. J'ai toujours vu ça comme ça. Tu sais, comme j'ai chanté jeune, et que j'ai étudié l'opéra aussi, donc au Conservatoire de musique durant 2 ans avant d'étudier à l'École nationale de théâtre. La voix, le chant,
et tout le travail que j'ai fait d'exploration sonore avec Marthe Mercure et ce que j'ai commencé finalement à expérimenter avec Gilles Maheu et les Enfants du Paradis ont fait en sorte qu'après, je suis allé enseigner au département de théâtre de l'UQAM, je donnais, mais avant j'ai enseigné, il y avait un atelier c'était très intéressant, de formation parallèle aux écoles, donc les ateliers MCCM sur Saint-Denis, où là j'ai commencé à enseigner à des acteurs qui venaient parfaire leur formation ou à des acteurs qui voulaient préparer une audition dans des écoles, il y avait des cours de scène, moi je donnais des cours de voix là. Et c'est là que j'ai commencé à développer, à me réapproprier l'apprentissage que j'avais eu de Gilles Maheu et de ce que j'avais appris au conservatoire et à développer ma méthode d'enseignement. Il faut savoir qu'est-ce que tu dis, puis pourquoi tu veux le dire comme ça. Donc déjà, il faut qu'il y ait une pensée. Mais c'est les projeter dans le corps et c'est purement au départ acoustique. Mais à partir du moment où il y a une pensée, le son devient habité. Devieni alla finestra, o mio tesoro. Devieni alla finestra, o mio tesoro. Tu vois, c'est pas la même couleur. Je fais en sorte qu'il aille chercher ça. Tu n'es pas vibrant acoustiquement, tu ne peux pas vibrer dans l'espace théâtral. C'est une règle acoustique. Dans la vibration, ce n'est pas vide. Tu sais, si... même, tu vois, si je fais même une turlute, tu sais, je fais tilam da di dam di da, bon. Mais si je fais di dam da di dam di da da li dum da di dum di da li dum da li di da li dum di li da li dum di da li dum di da li di da li dum di da li dum. Tu vois, il y a une concentration, il y a une maîtrise, c'est une énergie que je produis, c'est lié à quelque chose, c'est pas vide. Il y a des rôles qui peuvent se promener énormément dans le corps de l'acteur. Il y a des rôles qui sont plus unidimensionnels, qui sont une seule chose. C'est un personnage qui est juste autoritaire et violent. Mettons, c'est OK, tu es obligé de travailler dans cette chose. Mais est-ce qu'à un moment donné, il va complètement disjoncter et devenir dans une fragilité ou avoir un vertige? Là, il va être obligé d'aller ailleurs. La voix a autant de possibilités que le corps physique de l'acteur. Donc, je parle de la physicalité de la voix. Il y a une physicalité dans la voix. C'est intéressant parce que si tu joues en anglais, c'est beaucoup plus factuel, c'est beaucoup plus dur. En français, c'est les voyelles. En italien, comme je te disais, tu as le temps l'impression de surjouer. C'est tellement lyrique. Piccolo mio. Puis si tu ne le fais pas comme ça ne marche pas. Tu ne peux pas faire piccolo mio, c'est flat. Comment est-ce qu'on apprend à faire confiance au public d'enfants? Mais si je pense à Trois petites sœurs, qui était ce quintet-là d'acteurs, et j'ai travaillé, à part, il y avait une enveloppe, c'est tout, mais je travaillais sur un plateau nu. Il y avait un seul objet qui était la corde à danser, à sauter, qui était ce fil rouge-là. Il n'y a pas un enfant qui m'a dit qu'il ne comprenait pas où est-ce qu'on était, du tout. Mais parce que j'avais d'abord un texte il y avait la force de la dramaturgie qui les capte, cette capacité-là que Suzanne, sans compromis, arrive à parler à ce public-là. Par mon travail aussi, ces enfants-là m'ont appris à ne pas en avoir peur. Donc, à pouvoir prendre des risques. C'est pour ça qu'on faisait des expérimentales aussi. D'arrêter dans le travail de création, de dire « Ah ben ça, c'est trop long, on va couper. » Ou ça, on va jouer plus vite. Après, je vois le public. Et c'est le public, après des jeunes, quand je les voyais, qui me donnait le coup de pied puis qui me disait « Go, vas-y, ça fonctionne, vas-y, bonhomme. » Tu comprends? Moi, je pense, la première expérimentale de Trois petites sœurs sur la mort de l'enfant, on était au Théâtre de la Ville de Longueuil qui nous a énormément accompagnés. Anne-Marie Provencher était extraordinaire avec nous et on avait le studio, donc on prenait une place, hein, c'était tout petit et donc première représentation devant ce public-là, hein, ce qu'on appelait représentation expérimentale témoin.
Et là, je m'approche, après je me présente, et là, je demande si quelqu'un a un commentaire, une observation, puis que je vais y répondre. Le petit garçon lève la main, un seul, alors je dis oui, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ben voilà, mon père est mort il y a 1 mois. Très simplement. Et là, c'est comme si j'avais reçu une décharge en plein cœur. Et là, j'ai eu une émotion. Les larmes sont j'ai été désarçonné. Et ça s'est fait tellement vite dans ma tête. Tu sais, il était là, il y a eu une suspension, ça m'est apparu infini, mais ça a été tout. Puis là, je me disais, tu as posé une vraie question, tu as une vraie réponse, maintenant, il faut que tu continues avec eux, tu sais. Et j'étais comme en train de me noyer, ça s'est fait dans... Et là, pour ne pas me noyer, je lui ai demandé, et qu'est-ce que ça t'a fait de voir ça ce matin? Avec la voix qui tremblotait, l'émotion qui était, puis j'essayais de calmer ça. Il me regarde dans les yeux, il dit, vous savez, monsieur, j'ai encore de la peine. Donc, il avait été capable d'absorber ça. Il y a encore de la peine, tu comprends? Et donc, il avait compris c'était une réponse. J'ai posé une vraie question, j'ai une vraie réponse. Et là, le professeur a pris la parole, a dit, vous savez, je lui ai donné le choix, je lui ai dit de quoi parlait le spectacle et je lui ai dit qu'il pouvait venir ou ne pas venir. Il a fait le choix de venir. Et je suis fier de lui. C'est des moments incroyables. C'est pour ça qu'on fait du théâtre. Ah, écoute, c'était incroyable. Et les autres, après, il a amené tout de suite les autres enfants sur un territoire suite à un commentaire comme ça. C'est ça qui était formidable qu'on puisse faire ce travail-là. On prenait des risques, après on allait vérifier, puis on changeait peu de choses, tu sais. Et puis tu sais, 3 petites sœurs, quand l'enfant qui dit le lien du sang, il y avait un seul objet, et d'être capable de me répondre ça. Donc il n'a pas dit, la méta... Non, il l'avait compris. Tu comprends? Et c'était beau. Puis après, comme elle le retirait et qu'avant de se retirer au lointain, la corde se retrouvait aux 3/4 et elle tombait. Donc c'était comme la fin pour elle. Hein? Mais les 2 sœurs qui reprennent la corde et que la vie continue. Mais les enfants recevaient ça. Le plateau, c'est un quintet d'acteurs sur un plateau et ils comprenaient. Quand elle était seule, le trio des sœurs, le père, la mère, il n'y avait rien, mais ils voyaient tout. On a appris à ne pas avoir peur de ce public-là, à ne pas avoir de préjugés, à vraiment prendre le temps de développer notre projet artistique et à y aller sans a priori et après d'écouter, de les rencontrer. Et souvent, la réaction nous propulsait après. On a réussi, Suzanne et moi, en dehors des modes, des moments, on est resté des artistes libres. Et nous l'avons assumé. On a été privilégiés, je pense, de se centrer là-dessus. Je pense que c'est, oui, d'être des artistes libres et de ne pas répondre de manière primaire à des lois du marché. On est d'abord des artistes, on propose quelque chose et on doit aller où est le désir, en sachant qu'on aime mieux, comme je disais, être désiré dans la vie que pas désiré. Mais il faut accepter des fois qu'il y ait le non-désir aussi. On est libre, il faut que ceux qui accueillent ou pas le spectacle soient libres aussi. Ça, c'est une sorte d'équité. C'est comme dans la vie. Puis qu'est-ce que ça veut dire vieillir comme artiste? Il y a l'expérience, puis toujours la recherche de la liberté. La liberté, c'est pas une chose qui est absolue et qui est acquise. Mes enfants sont grands, donc j'ai plus la responsabilité d'être un père, mais j'ai tout le privilège d'être un grand-père. Je suis beaucoup plus libre. Je suis pas un parent avec mes petits-enfants. Et les grands-parents servent à ça. Qu'est-ce que tu dirais au Gervais qui commence, là, qui vient de se faire mettre à la porte de l'École nationale de théâtre? Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Moi, j'avais cru que le seul chemin, c'était une école. J'étais probablement très scolaire. Je pense que je lui dirais, continue ton chemin, tout simplement.